Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. The last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Goal line, touchdown, 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 touchdown! Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau et ultime rendez-vous consacré au preview de la draft 2021 avec à l'honneur aujourd'hui les defensive backs. Qui sont les cornerbacks les plus dissuasifs du plateau? Des safeties méritent-ils le premier tour de draft? Quels sont les profils les plus polyvalents? Tant de questions qu'on abordera au cours de cette émission avec notre spécialiste draft habituel Jean-Michel Bougeur. Salut Jean-Mi. Salut Grégory, ça va? Toujours, et toi alors pour cette dernière, ça y est, on rentre dans cette dernière ligne droite en brossant la majeure partie en tout cas des profils. On est chaud. C'est ça, c'est compliqué d'aborder les 256 joueurs, mais en tout cas, on fait en sorte chaque année de vous en donner un maximum. Et là, aujourd'hui, on va reprendre le schéma habituel, les têtes d'affiche, on dira, les premiers et deuxièmes chapeaux supposés de ce qui représentera donc le secondary de cette draft 2021. Et puis, on évoquera bien entendu les valeurs sûres, les énigmes et les pépites. On en profitera également en fin d'émission pour contextualiser un petit peu le niveau de cette draft par le biais de Jean-Michel en opposant un petit peu les forces qu'on avait en 2020 et celles qu'on aura en 2021. Ça pourrait être intéressant de savoir un petit peu ce qu'on envisage concernant le potentiel de certains prospects à venir. Mais avant tout ça, donc, le premier et deuxième chapeau avec notamment le trio de tête. Hey, it's Jack Rabbit. You listening to the Touchdown Podcast. Tune in, baby. Qui accompagnera Jack Rabbit sur les pelouses NFL? Ça, c'est la question. Et il y a pas mal, en tout cas, de profils dont on va parler dans le trio de tête, dont on avait parlé notamment dans le top 15, l'émission que je vous invite éventuellement à pouvoir réécouter, disponible donc sur YouTube ou en tout cas sur les différentes plateformes qui proposent du contenu de TDA. C'est encore disponible, ça remonte pas il y a si longtemps que ça. Mais en tout cas, pas mal d'héritiers, si je peux parler ainsi, pas mal de fils d'eux dans cette draft. Plus sur cette position d'ailleurs que sur d'autres, me semble-t-il, Jean-Michel. Mais en tout cas, sur ces trois principaux profils, on avait donc Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech, 1m89 pour 89 kg, 20 plaquages pour 12 passes défendues, 4 interceptions et 1 touchdown. Je l'ai pas précisé, mais ça c'était en 2019, puisque c'est un joueur qui s'est mis en retrait lors de la saison passée. On a également Patrick Surtain, the second, fils de Patrick Surtain, ancien cornerback des Miami Dolphins, en 37 plaquages, 9 passes défendues, une interception et un TD en 2020. Ses mensurations, c'est 1m86 pour 92 kg, cornerback d'Alabama. Et puis on termine avec JC Horn, fils de Joe Horn, ancien receveur des Saints, qui lui donc joue à South Carolina, 1m86 pour 93 kg, 16 plaquages, 6 passes défendues et 2 interceptions avec les Gamecocks lors du dernier exercice. Comme souvent pour ce premier chapeau, Jean-Michel, je vais te mettre au défi de nous comparer un petit peu ces différents profils avec quelques questions, quelques préférences que tu pourrais avoir si aujourd'hui tu étais general manager d'une franchise. Et la première question que je vais te poser, c'est sur des attributs essentiellement physiques, si je peux parler ainsi, mais en tout cas une question qu'on va beaucoup se poser sur ces trois hommes. Qui, pour toi, est le plus rapide du plateau? Caleb Farley, je pense. Je pense que c'est lui le plus rapide. Déjà, on en parlera, c'est lui le plus athlétique et je pense que c'est lui le plus rapide. C'est ce qu'on a vu avec Virginia Tech. Alors, c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas vu en 2020. Après, c'était son choix par rapport au Covid, mais oui, c'est le plus rapide. Oui, très clairement, c'est ce qui lui permet de toute façon d'être le plus collant. Alors, je vais pas anticiper sur d'autres questions parce que je pense que ça va revenir un petit peu, mais oui, en tout cas, ça a été un joueur extrêmement décisif de par les stats que j'évoquais tout à l'heure et sa rapidité n'est pas étrangère à ce phénomène. Une qualité qui devient presque essentielle désormais dans la NFL moderne, le plus physique ou le plus agressif, si je peux les mettre dans le même panier. Moi, je dirais Jesse Horn.
Parce que justement, moi, c'est la première qualité que je le trouve, c'est qu'il est agressif. Il est très agressif sur la ligne au moment de l'engagement, tu vois, dans les 5 premiers yards. Il est très agressif ensuite parce qu'il est toujours au contact. Et d'ailleurs, cette agressivité, ça peut aussi faire partie de ses défauts, c'est-à-dire que parfois, il est trop agressif. Et on sait très bien que, évidemment, au niveau universitaire, ça se siffle aussi, mais encore plus en NFL. Donc, il va falloir qu'il soit vigilant pour pas recevoir trop de pénalités. Oui, c'est un peu ce qu'on évoquait. Voilà, c'est une générosité, une intensité qui peut parfois être un peu piégeuse. J'ai vu des comparaisons, par exemple, il me semble que je crois que c'est PFF qui le comparait, par exemple, à Drake Kirkpatrick. Ça te donne à peu près la donnée. C'est-à-dire que c'est un joueur contre qui tu gagneras pas tes duels facilement, mais voilà, c'est un joueur qui peut aussi te coter des mouchoirs un peu pression en fin de rencontre. Donc voilà, un joueur qu'il va falloir couver. Mais là encore, je n'anticipe pas sur d'autres catégories à venir. La fluidité de déplacement. Ah, Caleb Farley. Caleb Farley. C'est vraiment l'athlète des trois, c'est le plus athlétique, donc c'est lui qui se déplace le mieux. Que ce soit le plus fluide, avec les step back, donc la course à reculons, avec sa vitesse, quand il se retourne aussi, la fluidité de hanche, Caleb Farley. Les meilleures mains. Et La ben, meilleure aptitude, je dirais, à punir le quarterback pour faire ça. Caleb Farley aussi. Parce que Caleb Farley, en fait, quand il était au lycée, c'était un quarterback. Donc déjà, les mains pour un quarterback, c'est essentiel. Et c'était un quarterback qui courait beaucoup. Et il a été recruté donc à l'université en tant qu'athlète. Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas encore tout à fait quelle position il allait jouer. Donc il a été testé comme receveur. Donc voilà, il a vraiment des bonnes mains. Finalement, il a trouvé sa place comme cornerback. Et je pense que c'est son bon poste. Mais voilà, au niveau des mains, Caleb Farley, c'est lui, c'est l'assurance. Et puis il y a toujours cette donnée-là, c'est peut-être défoncer une porte ouverte ce que je vais dire, mais il y a ce côté justement quand tu es un ancien receveur, tu peux être capable d'anticiper les mouvements que va faire ton adversaire. C'est pas systématique, bien entendu, mais au moins ça te permet d'être dans la tête de ton vis-à-vis et de deviner en fonction de sa manière de se mouvoir comment tu vas être capable justement d'être réactif, sachant qu'il a déjà justement ce bagage, cette réactivité et cette vitesse pour lui permettre justement de compenser tout ce qui peut se passer et éventuellement de ou défendre des passes ou d'intercepter comme il a très bien été capable de le faire sur ces derniers mois du côté des Hokies. Sur une question de profil du coup, qui pour toi serait le meilleur en presse? Surtain, Patrick Surtain. Parce que lui, vraiment, c'est le plus abouti techniquement. Et donc, sur la ligne d'engagement, là aussi, il est vraiment au contact de son receveur. Et, comme tu dis, c'est un fils d'eux. Donc, il comprend très bien le jeu. Il comprend ce que c'est un tracé. Donc, là aussi, la course en reculant, se retourner, où va arriver le ballon, quelles sont les routes des receveurs. Vraiment, au niveau du press corner, Patrick Surtain, c'est vraiment l'assurance touristique. On lui a souvent reproché son explosivité. Enfin, c'est pas un joueur qui au premier abord va paraître hyper explosif. Enfin, c'est pas un Jalen Ramsey par exemple. Mais si je peux prendre une comparaison avec un autre ancien d'Alabama, est-ce que c'est pas un profil à la Marlon Humphrey par exemple? Ah oui, c'est vrai. Ouais, très bonne comparaison. Ouais, je trouve aussi. Ouais, exactement. Voilà, le type qui vraiment est toujours au contact. C'est vraiment l'homme à homme. Patrick Surtain, c'est la défense en homme à homme. Alors, il peut faire aussi de la zone, hein, excuse-moi. Mais il a joué d'autres positions à Alabama. On se rappelle en 2019, il jouait la position de star, qui est une position un petit peu hybride. C'est pour redonner une image aux auditeurs, c'est un peu c'est une position qu'occupait Micah Fitzpatrick, voilà, qui est aujourd'hui donc safety en NFL. Donc, il peut faire beaucoup de choses. Mais bon, c'est vraiment un joueur en homme à homme. Et du coup, le meilleur sur ces trois hommes au niveau de la zone? Je pense Caleb Farley, vu ses qualités athlétiques, vu sa vitesse, je pense que c'est lui sur une défense de zone, ce serait lui. Très bien. D'un point de vue caractère, qui pour toi est le leader, enfin en tout cas serait le leader le plus légitime dans un vestiaire? J'ai aucun doute sur les trois, a priori, mais pour en désigner un, je dirais Patrick Surtain aussi. Parce qu'il était vraiment à Alabama dans le programme numéro 1. C'était un leader d'Alabama et ça veut dire quelque chose, être un leader à Alabama. Donc voilà. Et c'est pour lui aussi que, tu vois, bien sûr qu'il y a toujours un étage supérieur à NFL, mais arriver d'Alabama, être un leader à Alabama, ça donne quand même beaucoup d'assurance. Bah oui, et puis alors, c'est vrai que ça avait un petit peu sauté aux yeux quand Minkah Fitzpatrick avait été, on va dire, un titulaire ou en tout cas un leader assez important de Nick Saban dès sa saison freshman. Patrick Surtain, il a quand même été responsabilisé très tôt du côté de Tuscaloosa et ça en dit en effet beaucoup sur l'état d'esprit et la manière dont ce joueur va être capable de s'adapter en NFL. On l'a dit, c'est pas tous les joueurs dont les pères en jouant en NFL sont pas forcément aguerris, mais lui, on sent qu'il y a quand même une maturité assez intéressante et je te rejoins là-dessus. Le plateau le plus haut. Caleb Farley. Vu ses qualités athlétiques, moi je dirais Caleb Farley, il est déjà très bon, mais il a un tel potentiel athlétique que tu te dis que c'est lui qui a le plafond le plus haut. D'accord.
Alors, j'avoue, j'hésitais un peu avec Jesse Horn, mais je te rejoins. Hein. Entendons-nous bien, c'est deux profils différents, mais oui, j'entends que Farley, surtout qu'il va y avoir des petits points d'interrogation forcément de par sa saison qu'il n'a pas réalisée. Il y a forcément peut-être comment dire, des attributs un petit peu plus techniques à perfectionner. Donc oui, ça s'entend également. Du coup, ton titulaire Day One. Patrick Surtain. C'est lui le plus près. Voilà, tu l'as rappelé, il est titulaire à Alabama depuis qu'il est freshman. C'est Patrick Surtain. Caleb Farley, le souci, c'est qu'il a renoncé l'année dernière, donc forcément, on n'a pas des doutes, mais il y a toujours des trucs à voir. Et Jesse Horn, il a des choses quand même à polir. Là, on parlait de son trop d'agressivité tout à l'heure, son trop plein d'agressivité. Donc, pour moi, celui-là qui est prêt vraiment dès le premier jour, c'est Patrick Surtain. Tu le mets d'un côté du terrain et puis ça y est, c'est parti. On est d'accord. On va passer désormais au deuxième chapeau avec des profils qu'on n'avait pas encore abordés jusque-là et deux safety et deux corners. A priori sur le papier en tout cas. On va commencer par Trevon Moehrig, safety de TCU. Je sais que c'est un joueur que tu aimes beaucoup et à raison, 1m86, 94 kg pour le joueur des Horned Frogs, 47 plaquages, 9 passes défendues et 2 interceptions cette saison avec Texas Christian. Un profil a priori de free safety, même si c'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Oui, c'est ça, il est très complet. Mais comme tu dis, c'est un profil de free safety. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le seul qui pourrait être pris au premier tour. Je dis pourrait parce que la position de safety est un petit peu dévaluée, mais s'il y en a un qui part au premier tour, c'est Trevon Moehrig parce que justement, il apporte sur la couverture de passe. Donc lui, c'était un cornerback au lycée. Il a été recruté comme ça d'ailleurs par TCU. C'était une recrue 4 étoiles au poste de cornerback. Donc voilà, déjà ça veut tout dire au niveau de ses qualités en tant que dans la couverture. Alors c'est un vrai safety. Il sait jouer au milieu du terrain. Il sait aussi apporter contre la course, même si c'est pas sa qualité première. Mais par contre en couverture, voilà, c'est un démon, je veux dire. Est-ce qu'on peut parler, sans que ce soit exagéré, d'un safety générationnel? Ah, ben, peut-être bien, écoute, hein, parce que vraiment, il est impressionnant. Après, moi, je trouve qu'il a encore, pour être générationnel, il faudrait qu'il soit encore plus complet par rapport à ce qu'il peut apporter sur le run-stop. Il fait, c'est pas un mauvais plaqueur, c'est pas. Mais Oui, il y a je des trouve prises d'angle un peu suspectes par moment. ouais, voilà. En tant que couverture, oui, il y a aucun souci. Après, bon. Parce que j'avoue, moi, une comparaison qui m'avait un petit peu sauté aux yeux en le voyant jouer, mais du coup, avec le run-stop, c'est peut-être un petit peu en décalage, c'est plutôt Malcolm Jenkins. Le safety des Saints, qui lui aussi d'ailleurs est un ancien cornerback, qui s'est vraiment perfectionné sur le poste de safety en étant extrêmement complet. Et c'est vrai que Trevon Moehrig me rappelle un petit peu ce profil-là, même je trouve un peu plus costaud au premier abord. Mais ouais, c'est sûr il y a forcément ça à perfectionner. Mais franchement, c'est pas la base de travail me paraît pas aussi énorme que ça en l'occurrence. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il pourrait être un premier tour légitime. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, je pense que dès le premier jour, il peut contribuer. Parce qu'en plus, c'était un capitaine d'équipe. Dès son année freshman, il avait été élu freshman de l'année par ses coéquipiers. Il jouait beaucoup en équipe spéciale aussi. Ça aussi, il sait le faire. C'est vraiment, ouais, comme tu dis, peut-être un générationnel. Très bien. Donc, tu as répondu à ma question d'emblée. Donc, pour toi, premier tour. Moi, j'avoue, ouais, je le vois pas descendre au-delà du début deuxième. Voilà. Sachant qu'en plus, ouais, c'est le safety qui semble quand même se dégager du lot. Ouais. C'est vraiment une équipe qui a des besoins sur ce poste-là. Je pense que faut pas hésiter une seule seconde. Un joueur sur lequel il y a un peu plus de points d'interrogation, non pas par le talent du bonhomme, mais peut-être par le profil. Javon Holland, safety d'Oregon, 1m86 pour 89 kg, joueur qui n'a pas joué en 2020, je le précise, hein, il s'est mis en retrait également de son côté. 66 plaquages, 4 passes défendues, 4 interceptions et un touchdown donc pour le defensive back canadien. Ouais, je le disais, un petit peu un point d'interrogation d'un point de vue, je dirais presque projection, puisqu'on ne sait pas vraiment encore à l'heure actuelle, tu vas sans doute nous éclairer là-dessus, où il serait le plus à même de vraiment performer en NFL. C'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Maintenant, est-ce qu'il excelle selon toi vraiment dans un domaine? Ouais, je sais pas si je vais t'éclairer en fait, parce que moi aussi, tu vois, j'ai un petit peu. Alors, des doutes, c'est pas sur son niveau, comme tu dis, c'est sur la meilleure utilisation qui sera faite. Bon, alors après, les schémas, c'est sur le papier. Je veux dire, si tu as un bon defensive back et si tu as un coordinateur défensif intelligent, il pourra l'utiliser parce que Javon Holland, c'est un super safety qui a de très bons instincts, qui comprend les intentions de l'attaque, qui lit très bien les routes des défenseurs. D'ailleurs, il a fait 9 interceptions en 2 saisons. Il a de bonnes mains. Alors, de quoi on parle en fait? C'est parce qu'à Oregon, il n'était pas tellement utilisé comme safety, mais plutôt comme nickel cornerback. Donc voilà, pour défendre les receveurs dans le slot.
Après, s'il est utilisé comme nickel cornerback en NFL, c'est très bien aussi, un nickel. On en a besoin, on le voit de plus en plus, des receveurs dans le slot qui font beaucoup de dégâts, donc avoir un Javon Holland, ça sera très bien. Après, voilà, ça dépendra du système, de l'équipe qui le choisira. Est-ce qu'il sera dans un... Moi, je trouve que un des meilleurs systèmes pour lui, ça serait, tu sais, comme faisait Gus Bradley avec son système avec les 3 safety. Mhm. Si tu en as 2 qui sont vraiment dans la boîte et qui peuvent gérer ça, j'ai Von Holland ensuite qui peut naviguer entre le slot, entre le high, Ouais, c'est ça, etc. c'est les espèces de, voilà, avec les systèmes nickelback à 3 safety, oui, c'est des espèces de zone safety, des joueurs qui peuvent, des joueurs hybrides qui peuvent parfaitement surprendre le quarterback en évoluant dans toute partie, dans toutes les zones du terrain sans forcément être préposé, ou sur du, comment dire, ou sur du jeu très profond, ou vraiment sur du renforcement de la boîte, tout ce genre de choses. Donc, c'est là-dessus que, oui, je te rejoins. C'est vrai que ça peut être vraiment un homme à tout faire. Il y en a quelques-uns, hein, très clairement dans cette classe. C'est peut-être aussi ce qui les dissocie, par exemple, d'un Trevon Murray qui sont quand même aguerris, par exemple, pour être un très bon free safety. Javon Holland, c'est ce qui le dessert un petit peu. Après, très franchement, voilà. Là, pour le coup, il y a vraiment une base et des attributs physiques. C'est quand même un joueur hyper rapide. Donc vraiment, ça va être un joueur extrêmement courtisé, je pense. A priori, deuxième tour. Oui, je pense deuxième tour. Oui, je pense. Ouais, je serais étonné qu'il descende un petit peu plus bas Ouais. en l'occurrence. On en revient au corner. Alors, j'avoue que derrière le top 3, c'est encore un petit peu difficile à discerner. Il y a quand même 2 noms ou 3, parce qu'il y en a un autre qu'on va évoquer dans les valeurs sûres. Tu me diras ce que tu en penses. Greg Newsome, cornerback de Northwestern, 1m86 pour 86 kg, 12 plaquages, 7 passes défendues et une interception. On parlait tout à l'heure de Patrick Surtain. On est peut-être un peu sur le même profil, c'est-à-dire c'est peut-être pas le joueur le plus explosif, mais alors qu'est-ce qu'il est difficile à prendre à défaut? Oui, c'est ça. Et moi, il me paraît pro ready, tu vois. Il me paraît prêt à jouer dès le premier jour. Là, tu vois, tu viens de donner ses stats. Elles sont pas fabuleuses, mais il faut rappeler aux auditeurs qu'il a joué 3 matchs. Peut-être 4, mais je crois 3. Donc, du coup, c'est en 3 matchs, ça. C'est un joueur qui est grand, qui est fluide, qui a une très bonne intelligence de jeu. C'est un joueur qui nous donne l'impression de pouvoir jouer dans 2 systèmes, soit en presse, soit en zone. Il peut tout faire. C'est vraiment un très bon corner. Alors après, moi, les doutes que j'ai sur lui, c'est qu'en fait, en tout et pour tout, il a joué que 17 matchs parce qu'il a été blessé. Ensuite, donc, il y a eu une saison tronquée en Big Ten. Ensuite, il a renoncé pour la fin de la saison. Il a eu également une blessure. Et puis, les blessures, donc, parce qu'en fait, c'est un joueur qui était blessé, mais tous les ans. Tous les ans, il a eu une blessure. Alors, il est très talentueux, mais tous les ans, il s'est pas pété le genou toutes les années. Des fois, c'était des blessures minimes, il ratait que 2 matchs, mais il a été blessé tous les ans. C'est dommage parce que sinon, il a vraiment le profil d'un premier tour. Mais par rapport à son historique de blessure, Oui, c'est ce qui risque de lui fermer la porte du ouais, jeudi, ouais. ouais, Mais oui, à surveiller. Et puis c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai que alors je vais pas encore une fois, ça va pas être le truc de cataloguer sans arrêt des conférences, mais c'est vrai que la Big Ten est quand même une conférence beaucoup plus axée sur du jeu au sol et que c'est vrai qu'on peut mettre aussi en avant le fait que Newsome est peut-être pas encore plus avec un calendrier décimé comme celui qu'a joué la Big Ten en 2020. Il n'a pas forcément rencontré une énorme adversité au poste de receveur et quand il était sur le point de le faire, donc contre Ohio State, il est sorti relativement tôt. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est vrai que ça rejoint un peu les points d'interrogation que tu exposais, c'est-à-dire qu'il y a ce côté physique et ce côté, oui, il est talentueux, mais jusqu'à quel point? Et c'est là où il va falloir réussir à éclairer ça. Mais voilà, c'est un joueur qui a l'air extrêmement appliqué, comme beaucoup de défenseurs de Northwestern ces dernières années. Et très franchement, voilà, faut voir si on arrive à le garder en forme. Si je veux parler ainsi, hein, il n'y a pas de oui, mais miracle oui. non plus. Oui. Mais oui, en tout cas, c'est quand même un joueur là aussi en termes de QI football qui a l'air extrêmement établi et sur lequel on pourrait compter assez rapidement en l'occurrence. On passe à Eric Stokes, cornerback de Georgia, 1m86 pour 84 kg, 20 plaquages, 4 passes défendues et 4 interceptions pour 2 touchdowns avec les Bulldogs de Georgia en 2020. Joueur qui a notamment marqué des gros points lors de son Pro Day, avec notamment son 40 yards. Et ça, on sait qu'ils adorent ça, les scouts NFL. Donc ça. forcément, Eric Stokes, il a grimpé en flèche dans la hiérarchie. C'est un joueur qui était déjà très talentueux à sa sortie du lycée. Maintenant, tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'on n'a pas affaire à un joueur peut-être un peu trop inconstant ou en tout cas peut-être un peu facétieux dans sa manière de couvrir? Oui, c'est ça, exactement. Alors après, il est rapide, mais c'est pas une surprise, hein. Encore à l'heure actuelle, il est recordman de son lycée sur le 100 mètres.
Donc, on savait déjà qu'il allait vite. On n'a pas attendu le Pro Day et puis même on l'a vu en match. Par contre, il y a un truc un petit peu trompeur dans ses stats. C'est vrai qu'il a fait 4 interceptions cette année, mais les 2 années précédentes, il n'en a fait aucune. Et puis justement, tu parlais du Pro Day, là, il a eu un petit peu du mal à attraper les ballons. Ouais. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Oui, ces interceptions sont pas non plus de mémoire. Je sais pas forcément Oui. les 4 interceptions en tête, mais c'est pas des interceptions qu'il va forcément toujours chercher. Non, c'est ça. Il y avait des ballons sous-dosés, il y avait des choses Voilà. comme ça. Alors, il faut les faire, on lui enlève pas, évidemment. Mais bon, 4 interceptions, ok, mais c'est pas non plus le ball hawk rêvé, quoi. Après, bon, il a quand même joué à Georgia, donc qui est dans la meilleure conférence universitaire. Ça fait 3 ans qu'il est productif avec Georgia. Il est donc athlétique et rapide, on l'a dit. C'est quand même un cornerback très très solide, qui a un beau bagage. Oui, c'est ça, parce qu'on a parlé d'un autre corner de Georgia tout à l'heure. En termes d'inconstance, il se plaçait Oui. là aussi. Là, pour le Ah, coup, Eric Stokes, il est arrivé avec plus ou moins un statut de numéro 1 et il a confirmé ce statut-là du côté des Bulldogs, même s'il y a certains matchs où ça a été un peu compliqué. On pourra toujours parler de ce match contre Alabama où il a pris le bouillon, notamment contre Jalen Waddle. Mais je pense que ça n'a pas été le seul sur la saison 2020 à souffrir face au receveur de Crimson Tide. On est d'accord là-dessus. Du coup, Newsome, tu parlais d'un premier tour qui était compliqué par rapport aux blessures. Donc, j'imagine que c'était plus un deuxième pour toi. oui, Eric je Stokes, pense. tu le vois descendre en dessous du deuxième? En dessous du deuxième, non. Ah Ouais. non, je pense qu'il partira au deuxième tour, oui, je pense, ouais. Et On est peut-être d'accord. même une fin de premier, parce que comme tu dis, la NFL adore les joueurs qui sont rapides. On a de plus en plus de receveurs rapides, il faut bien les contrer. Donc c'est même possible qu'ils partent en fin de premier tour. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Si on prend un profil à peu près similaire qui sortait de la même université, un DeAndre Baker, par exemple, bon, alors l'historique n'a pas été, Oui, même oui, si on va voir, attention, il va peut-être rebondir chez les Chiefs, après les soucis judiciaires qu'il a connus. ouais. Mais en l'occurrence, oui, c'est vrai que son statut de premier tour n'était pas non plus établi et il y avait quand même des capacités physiques indéniables. On est peut-être sur ce même profil et en effet, il y a peut-être une équipe qui peut éventuellement être séduite en fin de premier tour. On est d'accord là-dessus. On a fait le tour sur ces premiers et deuxièmes chapeaux, en l'occurrence de cette classe de defensive back. On passe dès à présent en valeur sûre aux énigmes et aux pépites. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les valeurs sûres, donc, et on va commencer par un joueur que j'aime beaucoup. J'aurais presque pu le mettre dans les premiers chapeaux, mais c'est presque mon chouchou de cette classe, donc il finira chez un rival d'NFC Sud, j'en suis persuadé. Ouais, voilà, c'est ça. Asante Samuel Jr., cornerback de Florida State, 1m78 pour 83 kilos, 30 plaquages, 6 passes défendues, 3 interceptions, 1 fumble forcé, 2 fumbles recouverts dans l'affreuse défense des Seminoles en 2020. Vous l'aurez compris, c'est bien entendu le fils d'Asante Samuel senior. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de découverte en soi. Je le disais, joueur que j'adore et qui risque, encore une fois, d'être desservi par un physique, j'allais dire disgracieux pour déconner, mais en tout cas, aux yeux des scouts NFL, ça risque d'être catégorisé comme le profil un peu petit. Maintenant, quand on le voit jouer, c'est tout sauf un nain. Ben voilà, exactement. C'est vrai qu'en NFL, on a du mal à projeter un cornerback qui fait moins d'un mètre 80 comme cornerback numéro 1, cornerback extérieur. Donc, de suite, on voit sa taille et puis on dit, ah ben non, lui, c'est un slot. Mais en fait, tu as tout dit parce que quand tu vois jouer Asante Samuel, mais il joue plus grand que sa taille. Je francise une expression américaine, mais voilà, il joue vraiment plus grand que sa taille. Même quand le run stop, c'est un très bon plaqueur. Il va au mastic, il tombe les coureurs et puis il défend très bien les receveurs parce qu'il a une très bonne détente, il a de la vitesse, il est fluide, il a de bons instincts lui aussi. Enfin, moi, je pense que malgré son gabarit, ça peut être tout à fait un cornerback numéro 1 en NFL. Ta projection, du coup. Moi, je t'avoue, je l'ai mis début deuxième tour. Franchement, je serais étonné qu'il n'y ait quand même pas une équipe qui tente en fin de premier. Oui, exactement pareil. Moi aussi. Tu vois, par exemple, si avec leur deuxième choix, les Jets ne prennent pas un cornerback, ils leur en font un. Moi, je pense que tout en haut du deuxième tour, s'ils prennent Asante Samuel, ça serait un très bon choix. On est d'accord. Mais en tout cas, ouais, joueur assez intéressant. Et ce que je trouve fou, encore une fois, c'est que pour avoir fait sa fiche,
que vous retrouverez a priori dans les prochains jours, enfin incessamment sous peu, s'il n'a pas encore été diffusé. Son père a quasiment le même physique, quoi. Et déjà à l'époque, il était un petit peu blacklisté, si je peux parler ainsi. Et ouais, enfin, c'est assez marrant. Alors encore une fois, je m'avance, hein, rien ne dit qu'il performera vraiment en NFL. Mais avec les armes qui sont à sa disposition, je vois pas comment ça pourrait pas être un titulaire dès sa première année, sauf blessure, bien entendu, ce que je lui souhaite pas. Mais ouais, il y a quand même énormément d'attributs très clairement à sa disposition. Valeur sûre également sur le poste de safety. Alors là, je pense qu'il va falloir prendre quelques pincettes pour expliquer ça. Paris Ford, safety de Pittsburgh, 1m83 pour 86 kg, 41 plaquages, une passe défendue et 3 interceptions avec les Pittsburgh Panthers en 2020. On est dans la pure poésie et un petit peu à l'instar de Jesse Horn, il y a quand même une certaine agressivité à peut-être contenir. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est un joueur qui va nous régaler parce qu'on le verra dans les highlights de la NFL l'année très prochaine. clairement, ouais. Voilà, où on verra un receveur ou un coureur partir en hélicoptère. Et puis voilà, parce que c'est un gros cogneur, Paris Ford. Alors il fait pas que ça non plus. Il est bon en couverture aussi. D'ailleurs, il a joué cornerback aussi avec Pittsburgh à l'université. Alors il jouera pas cornerback à NFL, hein, je vous le dis tout de suite, mais il a aussi des capacités en couverture. Mais voilà, c'est un gros cogneur. Après, est-ce qu'il n'est pas trop agressif lui aussi? Donc du coup, ça génère des pénalités des fois parce qu'il va tête en avant. Ça génère aussi des plaquages manqués parce qu'il va y aller tellement comme un bourrin que des fois, ben, il se trompe d'angle et rate le gars. Et puis alors, excuse-moi, je te coupe, mais alors, Hum. c'est peut-être un petit peu paradoxal, ou c'est peut-être moi qui me laisse un petit peu piégé par ma vision d'optique, mais il fait 1m83 pour 86 kg et pourtant tu le trouves fin sur un terrain. C'est ça que je trouve. Alors c'est un faux fin, très clairement, parce qu'il n'a pas peur du contact. Mais je ne sais pas si en NFL, c'est quelque chose qui peut être quand même rédhibitoire. Ben en fait, j'allais enchaîner juste là-dessus. C'est qu'une autre délimitation, c'est quand même son gabarit. Il n'a pas un gabarit impressionnant. Voilà. Pour un joueur qui, a priori, a le plus de qualité pour jouer strong safety, Ouais. même si des fois c'est mixé, etc., mais a priori c'est un strong, il n'a pas un gabarit de folie. Alors, je veux bien qu'en universitaire ça passe, c'est quand même un très bon niveau. Si tu le fais en universitaire, c'est que tu es bon. Mais la NFL, c'est tellement au-dessus qu'il n'a pas le gabarit pour jouer strong safety. Donc, c'est une délimitation. Bah, je ne sais pas si là encore comparaison est raison, mais est-ce qu'on peut parler d'un profil à la carte Joseph? Ah oui, ouais, bien, ouais, oui, oui. Il y a ce côté vraiment cogneur, ouais, mais c'est ça, mais qu'elle est les pas un gros angles sont gabarit pas non toujours plus. rassurants. Ouais, Et alors, ouais. la couverture, ouais, là, très clairement, c'est pas un strong safety sur lequel il faut s'attendre à des miracles en homme à homme, on dira, sur du jeu profond, quoi. Non, c'est ça. Et comme Reggie McKenzie n'est plus en NFL, donc c'est bon, Paris Ford, il sera pas pris avec le choix numéro 14 au premier tour. Voilà. Ouais, non, j'ai toujours pas digéré ça, mais bon. Voilà. C'est ce que je vois. Très bien. On aura le temps d'en reparler, Bernard. T'inquiète pas. Ouais. On termine avec Aaron Robinson pour ses valeurs sûres. Cornerback de UCF, 1m81 pour 86 kg, 41 plaquages, 6 passes défendues, un fumble forcé et un fumble recouvert en 2020 avec les Knights. Joueur là aussi extrêmement polyvalent. Et là, d'un point de vue, on dira réactivité et intensité, je trouve que c'est un profil assez intéressant aussi. Ah ouais, moi je trouve que tu as eu un bon choix de le mettre en valeur sûre parce que voilà, ça fait 2 saisons qu'il produit, il est bon contre la course, il est fluide dans ses déplacements, il défend bien la passe, c'est vraiment un joueur très précieux. Moi, la seule petite limitation que j'aurais, c'est qu'il a surtout joué nickel dans le slot, donc à voir s'il peut jouer cornerback extérieur en NFL. De manière assez étonnante, parce que c'est pas non plus le Non, joueur le son plus gabarit, petit. Hein. ouais. Ouais. Oui, donc à voir après comment il pourra être utilisé, est-ce qu'il aura cette qualité-là ou pas. C'est pas qu'on en doute, mais vu qu'on l'a pas vu, donc forcément on se pose la question. Mais c'est clair que c'est une belle valeur sûre. Et d'ailleurs, tiens, ça permet de faire une parenthèse juste en 10 secondes, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de 15 joueurs, on peut pas en parler de 150. Et juste pour vous dire qu'en valeur sûre, il y a aussi le safety de la même université, Central Florida, qui s'appelle Richie Grant, et qui lui aussi est une belle valeur sûre. Mais revenons sur Aaron Robinson. Ouais, tout à fait. Non, franchement, c'est un profil. Là encore, tu le disais, là, c'est sûr que on sait ce qu'il peut apporter en tant que nickel, au moins dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'on va peut-être devoir avancer un petit peu à tâtons pour savoir s'il sera vraiment capable de devenir au moins un bon receveur numéro 2 sur l'extérieur. Je pense Cornerback, qu'il ouais.
J'ai dit quoi? Receveur? Receveur, mais c'est pas grave. Pardon. Ouais. Ouais. Cornerback numéro 2. Mais en tout cas, ouais, il y a de quoi faire. Je t'ai pas posé la question. Barry Ford, du coup, en termes de projection, ça donnerait quoi pour toi? Moi, je pense que c'est du troisième tour. Il est talentueux, mais ses petites limites de gabarit, puis quelle utilisation en avoir, je dirais troisième tour. Ouais, Et, moi, je suis en fait entre 2 et 3. Ouais. Vas-y, Aaron Robinson, excuse-moi. et Aaron Robinson, par rapport à ce que tu viens de décrire, justement, est-ce qu'il va pouvoir jouer à extérieur, pas extérieur? Moi, je pense qu'il part pas avant la deuxième partie du deuxième tour. Même s'il a du talent pour partir plus haut, mais cette petite interrogation fait que, à mon avis. Ouais, deuxième, troisième également pour moi concernant le joueur d'Orlando. On passe à présent aux énigmes et il y en a moult, comme on dit. 4 joueurs. C'est souvent des questions de profil, mais on va détailler là-dessus. On parlait de l'autre cornerback de Georgia tout à l'heure, Tyson Campbell. 1m89 pour 84 kilos, 29 plaquages, 5 passes défendues et une interception en 2020 avec Georgia. Joueur qui, là encore, s'appuie sur un excellent bagage athlétique. Il a fait un bon pro day également. Ça, c'est à souligner et on va dire que ça maintiendra quand même sa cote auprès des franchises NFL. Maintenant, en termes de production, ça laisse peut-être un peu à désirer sur l'ensemble de son CV du côté d'Athènes. Ben voilà, c'est ça. Et il a fait un bon Pro D, c'est bien, mais franchement, c'est pas là-dessus qu'on l'attendait, parce qu'au Pro D, c'était des tests athlétiques, et on sait que Tyson Campbell, c'est un super athlète. C'est pour ça qu'il va être drafté d'ailleurs, parce que c'est un super athlète. Par contre, techniquement, oh là là, c'est brut, quoi. C'est vraiment brut de décoffrage. Alors, moi je t'avoue, alors tu l'as peut-être suivi en plus en fin de saison, tu vas pouvoir me donner ton avis. Il me rappelle énormément un profil à la Sidney Jones, en sortie de Washington, qui était ce joueur justement chez les Huskies, qui n'était pas forcément le meilleur, hein, qui était derrière un Buda Baker par exemple à l'époque dans son université, mais qui était un tel monstre athlétique qu'on se disait il peut pas descendre au-delà des 2 premiers tours. Alors après il y a eu les problèmes physiques qui ont fait que, hein, c'est aussi ce qui a compliqué son début de carrière notamment à Philadelphie. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans le même moule, c'est-à-dire que il y a énormément il y a une base vraiment intéressante, mais là le coaching va avoir une part tellement importante au-delà encore une fois du point de vue santé. C'est un joueur, il va vraiment falloir savoir quoi en faire et comment l'utiliser à bon escient. Parce que c'est un joueur qui là aussi en 1 contre 1 peut être peut-être un peu gambler ou en tout cas un petit peu perdu sur certaines séquences. Ouais, moi, il me rassure pas énormément. Il a un gros potentiel, donc du coup, voilà, c'est déjà ça. Après, si tu arrives à bien le coacher, ça peut être un super corner. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la définition du haut plafond. Il a un très haut plafond. C'est vraiment un pari que tu peux faire là-dessus. Mais après, il y a vraiment beaucoup de travail, hein. Je veux dire, c'est quand même une recrue 5 étoiles, mais il n'a pas du tout joué comme une recrue 5 étoiles avec Georgia, hein. Ça, il y a beaucoup de travail technique, de compréhension du jeu, etc. Il y a du boulot pour lui. C'est pour ça que c'est une énigme. Il était pour moi 3e meilleur corner de l'équipe en 2019. Il a clairement progressé en 2020. Ça, on peut pas lui retirer. Mais après, oui, comme tu disais, de par ce qu'on en attendait à la sortie de lycée, pour l'instant, on se dit, est-ce qu'il a déjà plus ou moins atteint les limites ou est-ce que vraiment il commence à se développer et ça peut être une aubaine pour une franchise NFL? C'est là où il va falloir réussir à bien placer le curseur. Cette énigme, pour toi, elle se situerait où dans la draft? Vu son potentiel athlétique, tout est possible. Je veux dire, c'est possible qu'il parte en fin de deuxième, mais franchement, moi, je dirais troisième, pas avant, hein. Du fin deuxième. Encore une fois, du côté athlétique, je serais pas étonné non plus. On passe à Sean Wade, defensive back d'Ohio State, 1m86 pour 88 kg, 34 plaquages, 4 passes défendues, 2 interceptions et 1 TD en 2020 avec les Buckeyes. Là, très clairement, ça va être une question de profil. L'énigme que représente Sean Wade, joueur qui jouait un petit peu nickel safety lors de ses premières années du côté d'Ohio State, qui s'était mis en retrait dans un premier temps en 2020 par rapport à la crise sanitaire, qui a finalement décidé de revenir, notamment pour montrer sa valeur en tant que cornerback. Ça n'a pas toujours été horrible, mais il y a beaucoup de rencontres où on l'a vu extrêmement exposé, et c'est là aussi où on se pose la question, est-ce qu'il peut être autre chose qu'un free safety pourtant en NFL? Et ouais, non, moi je pense pas en fait. Tu vois, on est frustré par plusieurs joueurs qui n'ont pas voulu jouer cette année. C'est leur choix, on critique pas, mais on est un peu frustré nous en tant qu'amateurs de football. Lui, par contre, il aurait mieux fait de pas jouer finalement parce que, comme tu dis, il jouait plus dans le slot, donc comme nickel cornerback, il était très bon. En plus, voilà, au Ohio State, donc il a fait des gros matchs, les playoffs, etc. Il était bon. Et puis là, cette année, donc il est revenu et il a joué comme cornerback extérieur pour remplacer Jeff Okudah. Et alors là, il a pris le bouillon, mais
mais dans certains matchs, mais c'était incroyable, quoi. Voilà un joueur qui était vraiment prévu au premier tour avant la saison et qui aujourd'hui, tu le vois souvent en fin de troisième, quoi. Ouais. Alors, il n'y a pas tout qui est acheté non plus, parce que comme tu dis, ça pourrait faire un bon safety. Il est très bon donc à l'intérieur du terrain. Il a une très bonne qualité de plaquage. Donc, il pourrait très bien se reconvertir dans une position soit vraiment safety ou alors hybride, comme on parlait tout à l'heure, un defensive back qui peut jouer dans un système comme ça un petit peu. Mais c'est sûr qu'il a perdu des points et c'est sûr qu'il est passé du chapeau 1 ou chapeau 2 à énigme. C'est ça, ouais. Tu parlais d'une fin pour troisième tour, je pense que ce sera à peu près dans cette zone-là. Là encore, il y a un tel profil athlétique que, ouais, je le vois quand même drafté au moins le vendredi. Mais bon, là encore, il y a quand même un petit peu de boulot. Il va falloir savoir exactement ce qu'on en fait concrètement. Je suis pas sûr en tout cas qu'il y ait une équipe NFL qui le draft en se disant c'est notre cornerback du futur. Non, je crois pas. Ça veut pas dire qu'il peut pas le devenir. Oui. Mais je vois pas Oui. une franchise le drafter en étant quasi sûr. C'est bon les gars, dans 2 ans il est cornerback abouti quoi. Donc ça va être à surveiller. Autre profil intriguant, Tay Gowan, defensive back de UCF, 1m89 pour 84 kg, joueur qui s'est mis en retrait en 2020, hein, donc c'est ces stats de 2019 que je vais vous livrer. 31 plaquages, 8 passes défendues, 2 interceptions et un fumble recouvert. Dans ce backfield défensif extrêmement fourni de Central Florida, comme vous pouvez le constater. Voilà, là encore, joueur dont il va falloir affiner clairement les forces. Est-ce qu'on a plus à faire à un corner ou à un safety selon toi? Moi, je dirais cornerback quand même, parce que c'est ce que j'ai vu de lui en fait. Il a la taille, il a la fluidité de déplacement. Moi, je pense qu'il peut rester à l'extérieur en NFL. Après, comme tu dis, il a le gabarit, on ne sait jamais. Il peut glisser à l'intérieur, mais moi, je le vois bien comme un cornerback. Et tu vois, on parlait des renoncements et on sait très bien qu'il y en a certains, c'était plus pour préserver leur stock de draft. Voilà. Et lui, par contre, bon, il a été touché dans sa famille par le Covid, parce qu'en fait, il a démarré la saison. Il était prêt à démarrer la saison, et puis déjà, il avait une petite fille prématurée, il avait un peu peur pour elle. Ensuite, il est quand même venu à l'entraînement, il a refilé le Covid à sa mère. Enfin, voilà, du coup, il a dit non, stop, j'arrête tout. Et c'est dommage qu'on l'ait pas vu justement en 2020, parce que c'est quand même un sacré joueur et il a beaucoup de potentiel. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est un peu dommage, en effet, c'est qu'on l'a pas forcément vu sur une base extrêmement régulière du côté du UCF. Et c'est vrai qu'il a un profil physique extrêmement atypique, hein. C'est un joueur assez longiligne. Et c'est là aussi où ça peut être intéressant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, malgré tout, de par sa vitesse et de par son physique, est parfaitement capable de répondre à tout type de receveur, à être capable d'être dissuasif dans n'importe quel type de domaine. Après, la question, c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est un receveur comme ça, un cornerback décidément, suffisamment explosif, ou est-ce que on va se retrouver un petit peu dans la caricature de ce qu'était un Kevin King, par exemple, qui présentait un petit peu les mêmes caractéristiques, qui était un peu plus grand quand même, il me semble, mais qui avait ce profil un petit peu hybride qui lui a permis notamment d'être drafté en fin de premier tour avec des premières saisons assez honorables. Et là, on voit un peu plus de difficultés en l'occurrence. C'est là où il faut voir si en effet Teiguan peut être régulier sur plusieurs saisons. Et ce qui interroge clairement, moi, je t'avoue que c'est un pari en fonction de ce que les équipes en veulent. J'étais parti plutôt sur une fin deuxième, début troisième. Oui, c'est possible, oui. Parce qu'il a un sacré potentiel. Et puis lui, il n'y a pas de doute, s'il joue corner, ce sera à l'extérieur, contrairement à son coéquipier Robinson. Donc c'est tellement précieux, les cornerbacks à l'extérieur, surtout quelqu'un qui a du gabarit, quelqu'un qui a des qualités athlétiques. Donc oui, fin de deuxième, ça me paraît bien. Alors, la maxi énigme du Ouf, jour. alors là, accrochez-vous, asseyez-vous. Ouais, je sais même pas si on l'a mis dans la même catégorie au niveau du poste. On va en Ouais, reparler. voilà. Hamza Nazir-Hildine, safety de Florida State, 1m93 pour 96 kg, donc déjà beau buffle sur le papier. 13 plaquages, une passe défendue et une interception. On va préciser quand même que c'est un joueur qui a connu des problèmes de blessures, hein, qui remontent notamment à la fin de saison passée et qui l'ont handicapé notamment sur les 6 ou 7 premiers matchs, il me semble, des Seminoles en 2020, blessure au genou en plus. Et le genou, ouais, le genou. C'est peut-être la principale énigme déjà. Et ouais, parce que tu vois, je veux pas prioriser les blessures. C'est vrai qu'une blessure à l'épaule, c'est aussi dommageable pour un joueur de football, mais quand c'est le genou, surtout quand c'est un poste que, voilà, Hamza Nasreddine, c'est entre le linebacker et les safety, donc c'est quelqu'un qui doit être très explosif, qui doit être très réactif. Et donc, si tu perds de l'explosivité avec une blessure au genou, donc déjà, ça pose
pose question. Alors oui, bon, c'est un super athlète. Déjà au lycée, j'ai un peu checké ce qu'il faisait au lycée. Il jouait receveur, tight end, linebacker, safety. Enfin, c'est vraiment le gars, il faisait tout, tu vois. Mais en même temps, quand tu fais tout, est-ce que tu fais vraiment quelque chose? Et c'est aussi la question qu'on se pose pour la NFL, parce que évidemment, quand on évoque ce joueur, forcément, il y en a qui vont se dire, ah ouais, Jeremy Chin, ça va être le prochain Chin. Mais pour un Jeremy Chin, il y a eu combien de Deion Buchanan, tu vois, de joueurs un peu hybrides, safety linebacker, et que finalement, ils font rien parce qu'ils n'ont pas vraiment de position. Et c'est vraiment la question. Alors, je dis pas que c'est un mauvais joueur, bien sûr qu'il sera drafté. Déjà, c'est un bon plaqueur, il est athlétique. Donc, ne serait-ce qu'en équipe spéciale, il va t'apporter. Dans une rotation, il va t'apporter. Mais après, disons que dans les 3 premiers tours, tu espères quand même avoir un titulaire. Est-ce que Nasir Eldin pourra être titulaire à NFL? Moi, je me pose vraiment la question. Et je te la pose. En tout cas, on passe le bonjour à Deion Buchanan au passage. Mais Si oui, tu non, nous non, écoutes. oui, non, je te rejoins. C'est sûr que là, il y a quand même une utilisation qui va être assez limitée. Voilà, à part le côté box safety, enfin ouais, linebacker slash safety. Jeremy Chin, je trouve qu'il avait encore plus cette capacité sur la couverture qui m'a moins sauté aux yeux, je trouve, de la part de Nasir Eldin depuis son arrivée du côté de Tallahassee. Donc, Exactement. c'est là-dessus où en effet sur le run stop, ça peut être un mec qui contribue, qui peut sortir du chapeau quand on fait appel à lui, mais ouais, ça va être compliqué de lui mettre énormément de pression sur les épaules tout de suite, déjà pour s'assurer qu'il est bien revenu. Mais ouais, sur l'équipe spéciale, ça peut être un joueur en effet qui contribue énormément, ça je te rejoins. Ouais. Voilà. Donc troisième, quatrième tour. Ouais, c'est un pari athlétique, donc il y a bien une équipe qui va parier dessus. Mais oui, je pense soit les choix compensatoires, soit C'est le quatrième c'est ce tour. que j'allais Voilà. dire. Choix Ouais, compensatoire du c'est troisième ça. tour. Tu dis qu'est-ce que je risque là? Rien. Allez, hop, on le prend. Ouais. Tout à fait. On termine avec les pépites, Jean-Mi, avec mon choix tout d'abord. Sean Joly, defensive back d'Appalachian State, 1m76 pour 81 kg, 41 plaquages, 5 passes défendues et 2 fumbles forcés avec donc App State cette saison. J'ai oublié le nom de l'équipe, j'en suis désolé. Les Montagnards, non? J'ai un doute. Oui, oui, les Montagnards de Oui, c'est ça, Appalachian c'est les State. Montagnards. Je Oui. m'y perds, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Mais ouais, du coup, les Montagnards d'Appalachian State. Joueur qui est essentiellement joué cornerback, d'ailleurs, du côté de ce programme-là, qu'on pressent un peu plus comme un free safety, notamment parce que je trouve, hein, tu me donneras ton avis sur le joueur, c'est un joueur qui a fait une excellente saison 2019, qui a montré d'excellentes capacités, notamment d'anticipation, de réactivité. Mais c'est vrai que même s'il a été moins ciblé en 2020, pour le coup, on a plus ciblé son homologue chez Marc Jean-Charles avec le succès qu'on sait, hein, parce que ça a quand même été un cornerback très en vue en 2020, au détriment justement de son coéquipier. Sean Joly, on l'a peu vu et je trouve les rares fois où on l'a vu vraiment exposé contre une équipe qui a beaucoup passé, c'était contre Arkansas State. Et un receveur que j'aime beaucoup, hein, Jonathan Adams, dont on aura sûrement l'occasion d'en parler. Mais ouais, c'est peut-être un petit peu ce qu'il a exposé. C'est-à-dire que quand on te met peu, quand on te sollicite peu, pardon, en 2020, et que sur les quelques fois où tu es vraiment sollicité dans le domaine aérien, tu souffres de la manière dont il a souffert, c'est clairement ce qui déjoue contre lui. Ce qui joue contre lui, pardon, je vais y arriver. Donc pour moi, je le vois à peu près comme un 5e, 6e tour à l'heure actuelle. Il y a quand même des qualités athlétiques et une certaine rapidité indéniable à mon sens. C'est un joueur qui va pas rechigner là aussi sur l'équipe spéciale. Je pense que c'est un joueur qui va vraiment, qui va pas hésiter à aller au charbon. En termes de plaquage, voilà, c'est loin d'être un joueur problématique dans ce domaine-là. Même s'il y a une technique encore à perfectionner, mais là encore, c'est pas un joueur qui a peur dans ce domaine. Mais ouais, je pense que ça peut vraiment être une bonne pioche, peut-être en nickel, free safety, ouais. Mais ouais, en cornerback, en vrai défenseur extérieur, ça me paraît peut-être un peu limité de par certaines limites qu'on a pu voir sur certaines rencontres. Oui, je pense aussi. Moi, tu vois, on parlait un petit peu de la taille d'Asante Samuel tout à l'heure, mais alors là, Sean Joly, moi, j'avais l'impression qu'il faisait 1m12. Il est vraiment, voilà. Et puis en plus, tu vois, quand on parle pépite et Appalachian 7, c'est vrai que moi, je pensais plus à chez Marc Jean-Charles. Mais alors après, Sean Joly, oui, effectivement, il a des qualités. Hein. Il est athlétique, il est rapide, il a des bons instincts. Il y a qu'à regarder ses stats ou ses matchs, tout simplement. Il fait des interceptions, il comprend ce jeu. Mais après, ouais, les limites athlétiques, moi, j'ai peur que ce soit.
en moins talentueux, quelqu'un comme Lamarcus Joyner, tu vois, finalement, tu sais pas où tu le mets nickel, tu le mets free safety, mais ça marche pas forcément. Là, apparemment, ils vont le repasser nickel. Donc, oui, après, voilà, c'est une pépite, c'est-à-dire que tu le prends au 6e tour, déjà en équipe spéciale, comme tu dis, il va contribuer, et puis dans une rotation, parce qu'il faut de toute façon dans une rotation, tu en as besoin dans un match, tu en as besoin dans une saison, il y a des blessures. Donc, il a du talent, il sera drafté, mais assez tard, je pense. On sent que tu as des comptes à régler avec des désormais ex-Raiders. Il faut du backfield Ouais, défensif. faut que j'arrête, ouais, c'est vrai. Ah, désolé. Je crois que ça va finir par se voir. Fais attention. On passe à ta pépite. Pour le coup, Jason Pinnock, cornerback des Pittsburgh Panthers, encore un joueur de Pitt. 1m83 pour 91 kg, 20 plaquages, 5 passes défendues et 3 interceptions. En 2020, c'était pas le defensive back le plus en vue du côté de Pittsburgh. On avait notamment les deux safeties, Paris Ford et Damar Hamlin. Maintenant, il y a une production qui est loin d'être déconnante. Ah oui, ben voilà, c'est pour ça que moi je l'aime bien en pépite, tu vois, parce que bon, lui aussi, il sera pris, disons, 5e tour, peut-être 6e. Mais il a du gabarit, ça fait 3 ans qu'il produit, il a fait des interceptions cette année, mais il en a fait aussi l'année dernière, l'année d'avant. C'est un joueur qui est athlétique, qui a de l'expérience, qui joue physique. Alors, pourquoi c'est une pépite et c'est pas un 3e tour? C'est parce qu'il n'a pas vraiment une qualité supérieure qui fait que, voilà, c'est quelqu'un qui fait à peu près tout bien, mais rien de très, très bien. Mais par contre, voilà, c'est quelqu'un, lui aussi, je pense, sur équipe spéciale, il pourra beaucoup apporter parce qu'il a beaucoup de vitesse. Lui aussi, il a fait un très bon Pro D. On a vu sa détente, on a vu ses qualités athlétiques. Moi, j'aime bien ce joueur-là. C'est vraiment le joueur que tu prends dans un 53, qui va être fiable, qui va contribuer pendant quelques années. Ouais, t'as globalement tout dit. C'est vrai qu'il y a ce côté vraiment besogneux qui est à mettre en application. Il aura peut-être pas ce côté, j'allais dire ball hawk, mais en tout cas, oui, ce sera un joueur clairement à polir. Mais oui, t'as globalement tout dit. Ta projection, du coup, 5-6, tu me disais? Ouais, 5-6, plus Ouais, 6 même. Ouais, plus 6. Ouais, je serais parti là-dessus également, en effet, pour le défenseur des Panthers. On a fait le tour donc sur les valeurs sûres, les énigmes et les sleepers. On va juste terminer cette émission et cette preview consacrée au secondary avec cette preview draft tout simplement. On va laisser de côté justement le secondary, en tout cas d'un point de vue exclusif, en évoquant notamment les forces en présence 2020 et 2021. Alors on va rappeler donc l'idée, c'est de confronter, on va dire, les forces en présence de l'année passée et celles de cette saison et de dresser un top 3 en gros de ce qui j'y arrivé, le top 3 de ce qui représente pour nous les joueurs les plus aguerris. En gros, savoir à peu près où se situent les prospects de 2021 par rapport à ceux qui ont été draftés l'année passée. Je vais m'en sortir avec des mots simples. Ouais. C'est toujours mieux. Ils ont compris. C'est toujours mieux. On commence par les QB. Où se situe Trevor Lawrence? Numéro 1. Numéro 1, voilà, tout simplement. Voilà. Après, vous pouvez préférer Justin Herbert ou Joe Burrow, comme vous voulez, mais Trevor Lawrence, c'est le numéro 1. Donc ensuite, vous mettez Burrow ou Herbert en 2 et 3. Alors, Victor voulait savoir les running backs. Les running backs. On va lui faire plaisir, voilà, avec son running back 5, parce que moi, je le mets numéro 1. Je mets Najee Harris tout en haut. Ça va ressortir souvent, ça, son running back 5. Ouais. Pour moi, Najee Harris, c'est vraiment le numéro 1 cette année parce que déjà, c'est le plus puissant. Et ma foi, c'est quand même la qualité principale qu'on demande à un coureur, c'est d'être puissant. Et il n'y a pas plus puissant que lui, à part peut-être Derrick Henry à NFL. Et puis, il n'est pas que puissant. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Voilà, il a une capacité à attraper des ballons qui est impressionnante. Après, en 2, c'est vrai que j'ai hésité entre Jonathan Taylor, qu'on a vu l'année dernière pris par les Colts, et puis Travis Etienne. Je pense que ça se joue entre les deux. Et je suis désolé pour tous les autres qui étaient bons l'année dernière, les Cam Akers, les Edward Ziller et les Swift, ils sont bons. Mais franchement, Etienne, il est au-dessus de tout cela. Très bien. Les receveurs, justement, on sait que c'est une classe, notamment le top 3, qui est très attendue. Où tu les situes en 2021? Alors ça, c'était très difficile, mais pas pour les deux premiers. Enfin, de mon point de vue, évidemment. Parce que de mon point de vue, les deux meilleurs, c'est les deux de cette année. C'est Ja'Marr Chase et Devonta Smith. Pour moi, ils sont au-dessus de tout ce qu'on a vu l'année dernière et ça veut dire vraiment quelque chose quand on voit ce qu'ont fait les receveurs l'année dernière en NFL, les rookies. Mais pour moi, Ja'Marr Chase et Devonta Smith, ils sont vraiment au-dessus des Jefferson, des Lamb, des Jeudy, des Ruggs, de tous, quoi. Et en numéro 3, moi, j'aurais tendance à mettre CeeDee Lamb. C'est pas forcément celui-là qui a le plus flambé l'année dernière, c'était plus Jeudy Jefferson, mais je pense que de ce prix l'année dernière, c'est peut-être CeeDee Lamb qui a le plus gros potentiel. Mais je le mettrai en numéro 3 derrière les deux de cette année. Côté tight end, on sait que la classe n'était pas folle l'année passée. C'est peut-être aussi ce qui permet d'indiquer que cette classe sera sans doute meilleure.
Voilà, là, c'était vraiment très simple. J'ai pris les deux premiers de cette année, Kyle Pitts et Pat Fryermuth. Ils sont forcément 1 et 2, il n'y a aucun débat. Alors, pour quand même jouer le jeu du concept 2020-2021, donc j'ai rappelé Cole Kmet de Chicago, qui est tout de même un bon Titan, donc je l'ai mis en numéro 3. C'est même pas sûr qu'il serait numéro 3 cette année par rapport à Brevin Jordan ou Interland. Mais c'est quand même un bon Titan. Mais c'est clair que Pitts 1 et Fryermuth 2. Alors, je te laisse embrayer sur les tackles et les linemen offensifs en même temps, avec la principale question notamment concernant le poste de tackle. Où se situe Penei Sewell? Number one. On a vu Tristan Wirfs, ce qu'il a fait l'année dernière, c'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, il est champion et c'est aussi grâce à lui qu'ils sont champions, les Buccaneers. Mais Penei Sewell, c'est vraiment au-dessus. Je veux dire, alors on le répète semaine après semaine que c'est un talent générationnel. Je sais que ça peut énerver certains, comme pour Trevor Lawrence. Si ça se trouve, ça sera pas le meilleur, on n'en sait rien. Mais à ce jour, alors sorti d'université, Penei Sewell, c'est clairement le numéro 1. Et je mettrai, si je croise les deux classes, je mettrai Wirfs en numéro 2 et Jedrick Wills en numéro 3. Certes, on a du Rashawn Slater cette année, certes, on a du Christian Darrisaw et même d'autres, mais je pense quand même que Wirfs et Wills ont montré l'année dernière avec les Bucks et les Browns qu'ils méritent tout à fait leur place dans un top 3. Et à l'intérieur? Ouais, au niveau intérieur, je pense que c'est beaucoup plus solide cette année, notamment avec le centre Creed Humphrey, qui serait pour moi le numéro 1. Parce qu'il a le gabarit, il a la technique, il a l'expérience. Moi, je vois pas ce qui lui manque. Alors, je suis pas en train de dire qu'il sera forcément pris au premier tour. Moi, c'est mon avis, mais peut-être pas. Mais en tout cas, il a vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Après, moi, je mettrais Wyatt Davis en numéro 2. Après, là, c'est un choix personnel parce que c'est un petit peu un crush que j'ai. C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et puis, je recoupe avec un joueur de l'année dernière qui est César Ruiz, qui a montré de très belles choses avec les Saints à l'intérieur. Tout à fait. Juste pour contextualiser, c'est-à-dire que dans ton scénario, tu mets plutôt Elijah Vera Tucker en tackle. Oui. Ah oui, moi je le vois D'accord. tackle Non, mais en effet, voilà, oui. qu'on s'explique, peut-être qu'ils vont nous dire, du coup, Oui, tu mets Vera Tucker derrière ces trois-là. Voilà, il y a toujours des questions de profil à établir. Oui, tu fais bien. Avec son envergure, sa taille, même sa mobilité, pour moi, il sera tackle en NFL. Hein. Et ça sera un joueur de dépannage si tu as déjà un bon tackle. Mais sinon, c'est vrai, il a toutes les qualités pour être tackle. On passe en défense, les edge rushers. Y a-t-il meilleur que Chase Young dans cette classe? Non. Merci pour le suspense. Je te remercie en tout cas. Ah ouais, non, clairement pas. Même l'année prochaine, même il y a 2 ans, même dans 3 ans, je sais même pas s'il y aura meilleur que Chase Young. C'est un tel phénomène. Non, Chase Young est clairement le numéro 1. Après, ça joue pour la place 2 et 3. Et là, je pense quand même que c'est cette année, par contre, qui a plus de talent. Alors, est-ce que c'est Kuti Pay? Est-ce que c'est Aziz Ojulari? Moi, j'aurais tendance à mettre Aziz Ojulari en numéro 2. Parce qu'il est tellement rapide qu'à mon avis, c'est celui-là qui va vraiment performer en NFL. Donc, je mettrais Young, Ojulari et Pay. Mais bon, après, ça se discute. Et puis, à voir comment se développera Grégory Rousseau. Sait-on jamais. Ça se trouve dans 2 ans, ce sera lui le number 1. Hein. Tout à fait. Sur l'intérieur de la ligne, en l'occurrence, on sait que c'est Derrick Brown notamment qui crevait l'écran en 2020. Cette année, c'est un peu plus délicat. Tu les vois donc plutôt en retrait par rapport au defensive tackle des Panthers? Ah oui, tout à fait. Oui, Derrick Brown aussi, il est clairement numéro 1 en croisant les 2 drafts. Clairement numéro 1. Alors après, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de Barmore et qu'est-ce qu'on fait de Kinlaw? Tu vois, celui-là de cette année, celui-là de l'année dernière. Moi, je pense que Barmore est un petit peu au-dessus parce que je le trouve plus abouti tactiquement que ne l'est Javon Kinlaw. Alors après, Javon Kinlaw, c'est un monstre athlétique, mais je pense que Barmore est un poil au-dessus. Si je devais drafter et que j'avais les 2 disponibles, je prendrais Barmore plutôt que Kinlaw, même si les 2 sont très bons. Donc, je ferais Brown, Barmore et Kinlaw. Très bien. On passe au linebacker. L'année dernière, on avait Isaiah Simmons notamment qui avait crevé l'écran de par son profil polyvalent. On a un autre linebacker extrêmement polyvalent à venir. Qui a tes faveurs sur ce duel à distance? Je peux parler ainsi. C'est là que c'est hyper intéressant parce que j'aimais beaucoup Isaiah Simmons et puis tout le monde aimait beaucoup Isaiah Simmons et puis même s'il a été très peu utilisé finalement avec les Cardinals, j'ai aucun doute qu'on le verra beaucoup plus cette année et puis les années suivantes, c'est un super joueur. Mais Micah Parsons, quoi, c'est le numéro 1. Moi, j'ai le choix entre Parsons et Simmons, je prends Parsons. Ah, t'as un crush pour Parsons. On peut le dire. Ah, je sais même pas si c'est un crush. Pour moi, ça me paraît l'évidence. Mais après, c'est sûr, c'est mon avis. Ça peut pas être une évidence. On peut avoir notre avis. Mais... Après, si tu me permets, c'est 2 caractéristiques différentes. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui joue plus sur la vitesse et sur le blitz, qui sera plus dangereux en tout cas dans ce domaine-là, même s'il sait faire d'autres choses, bien entendu. Et Simmons, c'était vraiment dans le côté capable d'être dangereux n'importe où en termes de couverture. C'est peut-être là-dessus la distinction. Mais après, oui, c'était 2 profils énormes, mais c'est sûr que Parsons, sur le papier, apporte beaucoup, notamment pour une équipe qui a besoin d'être performant et sur le run-stop et sur le pass rush.
Ouais, exactement. Ouais. Du coup, en troisième, tu étais en ballottage entre Patrick Queen et Jeremiah Ouais, Owusu-Koramoah. c'est ça, exactement. Alors, j'aurais peut-être tendance à partir sur Jock, donc le linebacker de Notre-Dame, qui sera à la draft de cette année, de par sa vitesse. Mais après, au niveau gabarit, au niveau ce que peut apporter Patrick Queen, on l'a vu quand même cette année à Baltimore. Alors, il n'a pas fait que des bons matchs, il y a encore du travail. De toute façon, il avait fait qu'une seule saison titulaire avec LSU, mais il a quand même un sacré potentiel. Donc, ouais, c'est vrai que là, il y a ballottage, je trouve, moi, entre Queen et Jeremiah Owusu-Koramoah. Ouais, après, on va le dire clairement, il y a quand même une classe de linebacker qui paraît quand même un peu plus intéressante que celle de l'année dernière. C'est plus profond, oui, Voilà. effectivement. On termine avec les DB, du coup, les corners et les safety. Alors, du coup, on l'a dit, il y a des corners qui seront forcément plus en avant que les safety en 2021. Où tu les classes par rapport à la précédente QV? Moi, je mets Certain en premier, mais le débat, il est là, en fait, c'est entre les deux de cette année. C'est Certain et Farley, parce que c'est 1 et 2. Mais tu les mets devant Okudah, quoi qu'il arrive, qui était Mais je troisième les- choix l'année dernière. Mais je les mets devant Okuda. Mais par contre, je mets Okuda troisième. Je le mets devant Horn, devant Stokes, devant les autres. C'est vrai qu'il n'a pas fait une super saison. Après, il n'a pas joué tous les matchs non plus. Mais Okuda, c'était quand même un sacré joueur en Ohio State. Je n'ai pas de doute qu'il sera bon en NFL. Donc, je le mettrai numéro 3. Et du coup, safety? Et du coup, Septi, par contre, c'est un peu l'inverse. Je trouve que cette année, il y a une belle classe. Il y a quand même beaucoup de profondeur avec beaucoup de joueurs dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais au niveau talent pur, si on prend le haut du panier, l'année dernière, c'était vraiment impressionnant avec Winfield. Winfield, par exemple, si je le mets devant Mourig, alors qu'on a dit que Mourig pourrait partir au premier tour, Winfield est parti au deuxième. Mais il faut quand même savoir que c'est pas par rapport à son talent. Il est parti au deuxième parce qu'il y avait des doutes sur son physique, parce qu'il a eu des blessures. Petit et blessé, ouais. Voilà. Enfin, considéré comme petit et souvent blessé. Ouais, mais ce qu'il a montré à Minnesota, c'était tellement impressionnant. Je pense que même par rapport à son gabarit, s'il n'y avait pas eu ces histoires de blessures, il serait parti au premier tour. Et on a vu ce qu'il a fait cette année à NFL. Donc, moi, je mets Winfield numéro 1, Mourig numéro 2. Et je mettrai McKinney des Giants en numéro 3. Oh là, même si on a du bon, mais... On a tous les fans de Jeremy Sheen qui viennent de s'évanouir en écoutant le podcast. Ouais, mais il joue linebacker ou safety, je sais plus. Moi, je suis perdu. Donc, il a qu'à décider au bout d'un moment. Pas tout ça pour lui. Ouais. D'accord, très bien. Bon, écoute, en tout cas, on vous laisse encore une fois vous faire une idée, mais voilà, ça aide en tout cas à avoir des pistes. On essaiera dans l'optique de la draft, voire peut-être même le jour même de la draft, de dresser un petit comparatif en fonction des postes différents. Voilà, savoir pour nous quelle est la meilleure position entre 2020 et 2021. Vas-y, Jean-Michel. Je voulais juste vite fait faire mes excuses à Elijah Molden, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un defensive back dont vous entendrez parler l'année prochaine, qui est vraiment excellent lui aussi. Il manque un petit peu de taille, mais très polyvalent. On aurait pu le mettre dans les énigmes, on aurait pu le mettre dans beaucoup de secteurs. C'est un profil qui va pas laisser indifférent, très très clairement, surtout dans la NFL moderne. Et tu fais bien de le préciser, on aurait pu évoquer énormément d'autres noms dans cette classe quand même relativement homogène, surtout sur le poste de safety, comme tu le disais très très bien. Deux infos avant qu'on se quitte à l'issue donc de ce dernier podcast preview. Juste vous préciser que incessamment sous peu, vous retrouverez donc les capsules audio consacré aux besoins des différentes franchises. 32 jours donc pour évoquer les besoins des 32 franchises à la draft, et ce donc dès ce samedi 27 mars jusqu'à la veille de la draft 2021. On commencera bien entendu par les champions en titre, à savoir les Tampa Bay Buccaneers, et on enchaînera après sur l'ordre inverse de la draft, en tout cas en ce qui concerne le premier tour. On vous rappelle également qu'il y aura une mock draft live prévue aux alentours du 1er avril, encore à confirmer, mais sûrement dans ces eaux-là. A priori, une mock draft avec trade. Ça va être assez intéressant. Faut qu'on peaufine tout ça très très clairement. Et puis également une nouvelle qui est tombée il y a très peu de temps et qui là concerne la NFL, la draft NFL en elle-même. Ça a bien été confirmé par la NFL elle-même qu'il y aurait bien une draft physique prévue le 29 avril prochain du côté de Cleveland, avec toutefois un nombre limité et de fans et de prospects. Donc voilà, on retrouvera un petit peu l'ambiance classique qu'on pouvait avoir lors de la draft, mais forcément de manière un peu plus mesurée, comme ça pouvait être le cas par exemple du dernier Super Bowl joué du côté de Tampa Bay. Merci encore en tout cas Jean-Michel d'avoir été avec moi pour ce dernier podcast preview. Merci également à Alain Mattei qui aura sur la technique durant cette émission. Et puis on se retrouve donc très prochainement pour cette dernière ligne droite et les capsules audio qui vous détailleront tous les besoins et toutes les projections éventuelles pour vos équipes préférées. Donc ne ratez surtout pas ça au cours du prochain mois. À très bientôt et restez bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur
le foot, tu es en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Trocas Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit